Salut à tous, il est très tôt à Marrakech. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas très bien dormi. En fait, j'ai pas beaucoup dormi. Non pas que j'ai pas aimé le spectacle qu'on a eu hier. Honnêtement, c'est un spectacle qui fait honneur au football africain. La belle famille s'est retrouvée avec une rencontre vraiment au sommet, qui a outrepassé toutes les attentes. On a vraiment eu deux grandes nations de football qui se sont entrechoquées hier. Et ça a donné en fait des étincelles, ça a donné un grand match tactique, vraiment digne du football moderne et digne du football africain à ces plus belles heures. Donc une belle rencontre de football et un match nul qui même s'il nous arrange personnellement, mais j'y reviendrai tout à l'heure, laisse un peu le regret. Il laisse un peu de regret parce que franchement la Côte d'Ivoire en fait aurait dû gagner ce match. La Côte d'Ivoire, les éléphants sont clairement c'est supérieur en fait au Cameroun, individuellement et collectivement, la question ne se pose même pas. Et je pense que les Camerounais même le reconnaissent. Euh, Clairement, le collectif camerounais hier et la tactique employée par le coach l'ont clairement rapporté, en tout cas se sont clairement illustrés hier et ont mérité totalement en fait de tenir un échec donc le championnat africain titre. C'est ce qu'ils étaient venus chercher, hein. On avait deux objectifs différents. Enfin, il avait dit en conférence de presse, et je suis totalement d'accord avec lui, il disait, lui, son objectif, ce n'était pas de battre le Cameroun, c'était de gagner la Coupe d'Afrique. Donc on avait deux approches différentes. Le Cameroun, au contraire, revient de très loin et avait pour but, lors de ce match, en fait, d'affirmer en fait à la face du monde, à la face de l'Afrique, que il était de retour et qu'il était en vie et qu'il était capable il était capable en fait de réussir l'exploit, donc de tenir un échec le champion en titre. Et c'est chose faite aujourd'hui. Le Cameroun donc nous a tenu un échec et a réussi son pari. Nous, on peut bien sûr nourrir des regrets par rapport à ce match, mais on peut aussi s'estimer heureux parce que je considère qu'on aurait même pu perdre ce match et honnêtement, ça n'aurait pas fait scandale. On a deux ou trois tirs camerounais sur la barre transversale. Rien que ça, déjà, ça suffit en fait à poser en fait les termes et à démontrer donc que oui, clairement, on aurait pu donc perdre ce match. Alors c'est vrai que nous, en retour, on a eu aussi des occasions, etc. On a même eu un but refusé pour hors-jeu. Je pense que c'est ça. Donc, au mieux, le match nul est mérité des deux côtés et on se quitte dans un. Mais clairement, je pense que si on avait joué notre jeu, si on avait mis en place en fait la stratégie qui était envisagée par le coach, et si on s'était tenu en fait à nos préceptes tactiques, à nos principes tactiques, moi je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Je m'explique. Normalement, on aurait dû assister à une opposition de style. Le Cameroun avait déjà annoncé la couleur, on savait comment ils allaient jouer, c'est-à-dire en fait dans un 3-5-2 avec un milieu de terrain renforcé dans lequel ils allaient mettre de l'impact, ils allaient mettre beaucoup d'intensité. Euh, c'est le jeu aujourd'hui du Cameroun et c'est ceux qui sont, ils n'ont pas fait mystère de ça et c'est ceux qui sont venus nous présenter donc sur le terrain. Le jeu ivoirien à l'inverse aurait dû être donc aurait dû consister en fait à contenir en fait cette intensité-là au milieu de terrain. Et puisque nous n'avons pas de 10, nous n'avons pas de meilleur organisateur, etc., on aurait dû faire, en fait, comme on l'a commencé à le faire d'ailleurs au Mozambique, on était censé, en fait, donc, enjamber le milieu de terrain par des longs ballons et aller toucher rapidement, le plus rapidement possible, en fait, nos ailes. Soit par de longs ballons, donc, en allant toucher directement donc, les ailiers, ou en passant par les latéraux, qui auraient combiné donc avec leur ailier donc devant. C'est exactement ce qu'on a fait contre le Mozambique. C'est ce qui a très bien fonctionné avec le Mozambique. On se rappelle notamment de la très bonne de la très bonne liaison technique entre Guela et Ahmad et de la relation également entre Conan et Diomandé. Donc c'est vraiment par les ailes en fait, on aurait dû contourner en fait le bloc camerounais. Quand on fait face à un mur, on peut soit essayer d'abattre le mur en question ou alors le contourner. Et donc c'était ça en fait tout l'intérêt de la tactique ivoirienne, c'était précisément en fait donc de non seulement de contrer en tout cas de contenir la, la furia camerounaise au milieu de terrain et enfin, dans l'axe et de contourner en fait ce bloc-là par nos ailes. C'est là que nous sommes les plus forts, c'est là que c'est vraiment notre jeu en 4-3-3. Et ça a bien fonctionné en fait au début. C'est exactement ce qu'on a fait au début. Donc le Cameroun est arrivé avec une grosse intensité dans l'axe,
avec Baleba notamment qui faisait des remontées de balles vraiment impressionnantes. On avait également donc toute l'armada camerounaise hein, qui, qui, euh, qui sont donc arrivés en fait tambour battant. Bon, donc avec un très bon match hein, notamment de Namasso par exemple. Donc Baleba, on avait Avom également au milieu de terrain qui dans l'axe en fait touchait rapidement en fait Mbombo. Et vraiment Mbombo a fait beaucoup de dégâts dans la défense centrale ivoirienne, notamment au début du match. Ils savaient pas trop comment le prendre, etc. Ils jouaient entre les lignes et vraiment leur système était efficace. Mais nous en fait on a vraiment au début du match on a vraiment réussi à bien les contrer, à bien contenir en fait leur activité donc dans l'axe et à toucher rapidement en fait nos ailiers, que ce soit Diomandé qui commençait à- à prendre ses marques, qui partait balle au pied et il combinait bien avec Conan notamment au début du match et de l'autre côté donc Ahmad qui également donc débutait en fait sur les mêmes bases que ce qu'il avait fait contre le Mozambique, c'est-à-dire de bonnes combinaisons avec Guela et on a commencé à bien contourner en fait le bloc camerounais. C'est par là que sont arrivées d'ailleurs nos premières actions. Je me rappelle notamment du centre de Guela qui avait été servi par Amad justement, centre de Guela et donc la reprise de la tête de Kessié qui passe bah, qui est stoppé par le gardien, puis ensuite sa reprise passe de plus donc à gauche des filets camerounais, etc. Bref, ce système-là a bien fonctionné encore une fois première mi-temps, on va dire. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres, hein, la première mi-temps, donc on a non seulement une possession de balle supérieure, mais également, par exemple, plus le- comment, plus du double même des tirs, des tirs effectués. Côte d'Ivoire a 7 tirs en première mi-temps contre 3 du côté camerounais. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas cadré nos tirs en fait en première mi-temps. Ça a été ça le gros problème. On s'est créé vraiment beaucoup d'occasions et, euh, et on a dominé donc la première mi-temps justement parce que notre système avait été appliqué. Encore une fois, je le répète, on contient le Cameroun dans l'axe et on passe rapidement par les ailes. Et c'est grâce aux ailes justement qu'on se crée en fait des occasions qui sont encore une fois malheureusement vendangées par que ce soit Kessié, que ce soit Yovakoun ou encore Sékou Fofana, par exemple, qui reprend qui reprend de voler un centre qui vient de la droite et qui finit en fait dans les nuages, etc. Mais en tout cas, donc notre système fonctionne bien. On a vraiment plus de passes réussies, etc. Et, euh, et on est vraiment entreprenant. Par exemple, au niveau des dribbles réussis, des dribbles tentés et réussis, on est largement devant les Camerounais. On a 67% de dribbles réussis, pendant que les Camerounais n'en ont que 50 en première mi-temps. Pareil pour les duels gagnés sur l'ensemble du terrain. On a 55% de duels remportés contre 45 côté camerounais. Eux, par contre, en fait, là où ils l'emportent au niveau des duels, c'est au niveau des duels aériens. Là, à ce moment-là, en fait, ben, c'est logique, hein. On centre beaucoup, en fait, en première mi-temps, parce qu'encore une fois, on passe beaucoup par les ailes, et donc, les Camerounais, en fait, arrivent à se dégager. Soit donc, on vendange nos actions, ou alors c'est la défense camerounaise qui se dégage de la tête et qui parvient donc à se dégager donc grâce à ces duels aériens. Bref. Donc, le système fonctionne bien en première mi-temps. Je dirais même pas pendant toute la première mi-temps, mais disons là, les deux tiers de la première mi-temps. Ce système-là qui consiste encore une fois à contenir le bloc et l'intensité camerounaise dans l'axe et à passer rapidement par les ailes. euh, et contourner en fait cette furia, tout cela fonctionne bien. Le problème, c'est ça, c'est que Faye ensuite est tombé dans le piège que lui a tendu en fait le coach camerounais. Parce que le coach camerounais s'est entêté avec justement cette intensité. Moi, honnêtement, quand j'ai vu au début du match l'intensité mise par le milieu de terrain camerounais, je me suis dit, c'est pas possible qu'ils tiennent 90 minutes comme ça, avec une telle intensité. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où en fait ils ont notamment en fin de première mi-temps, ils ont dû baisser un peu de rythme, etc. Ils étaient persuadés en fait, évidemment qu'ils ne pourraient pas en fait tenir en fait pendant tout un match en fait avec cette intensité. Et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Même s'il y a eu des baisses, etc. Ils reprenaient ensuite, par exemple, toute la seconde mi-temps quasiment. Honnêtement, la même intensité a perduré. Et au lieu de continuer justement à contenir cette intensité et à passer par les ailes, on a eu l'impression en fait que notamment les milieux de terrain ivoiriens
se sont désintéressés en fait de cette tactique. Par exemple, Sangaré a tenté très peu de longs ballons. Kessie, dont c'est la spécialité pourtant, a tenté très peu de transversales vers les ailes, etc. Et on a eu le sentiment que donc ils se sont désintéressés donc de cette tactique-là qui consistait à passer par les ailes, enfin à envoyer des ballons sur les ailes et à répondre en fait. En fait, on a eu l'impression ils se sont concentrés sur le fait de répondre physiquement aux défis imposés par les Camerounais. Et donc, en fait, notamment toute la fin de la première mi-temps et surtout la deuxième mi-temps a consisté en fait en un combat en fait au milieu du terrain et à ce petit jeu-là, j'estime que enfin, c'est même pas j'estime, les statistiques le disent, hein, clairement, la Côte d'Ivoire, en fait, a été surclassée par le Cameroun. Déjà, au niveau global, quand on se fie donc aux stats, sur la deuxième mi-temps, on voit un net changement. Donc, la première mi-temps a été à l'avantage donc, de la Côte d'Ivoire avec une possession de balle donc, de 54% contre 46 pour les Camerounais. Et c'est pas juste posséder le ballon, c'est également donc jouer à l'intérieur du camp adverse. Et vraiment, on était à l'intérieur du camp adverse pendant en fait toute la première mi-temps. On le voit par exemple, les ballons touchés que ce soit dans la surface adverse ou dans le camp adverse d'une manière générale, sont du côté en fait ivoirien. Par contre, en seconde mi-temps, c'est tout l'inverse. La seconde mi-temps est une mi-temps camerounaise. Il passe à 53. En fait, c'est vraiment tout l'inverse. C'est 53% côté camerounais en possession de balle et 47% côté ivoirien. C'est très rare que ça nous arrive en Afrique. Généralement, c'est nous qui avons le ballon et vraiment face à une équipe athlétique comme le Cameroun, on s'attendait pas du tout en fait à avoir en fait à perdre la possession de la balle et c'est ce qui s'est passé. Et surtout en fait, à la limite, c'était pas grave en fait si on leur laissait le ballon, mais à ce moment-là, il aurait fallu procéder en contre, encore une fois en passant par les ailes et en continuant donc avec les centres et les tirs que nous avions fait en fait en première mi-temps. Or ça a été beaucoup moins le cas. On voit par exemple que donc, au niveau des tirs, alors qu'on menait, en première mi-temps, au niveau des tirs, c'est plutôt le Cameroun qui s'illustre avec 9 tirs, tentés contre 6 côté ivoirien. Donc là, c'est la même chose par exemple pour les passes réussies, 120 passes réussies pour côté, camerounais contre 101 côté, ivoirien. Bah, au niveau de la qualité des passes aussi, pareil, ils nous sont supérieurs. On fait plus de fautes qu'eux, donc en deuxième mi-temps. Parce que par exemple, surtout en fait, ce qui également oui, au niveau des passes, on a 149 passes, tentées côté, camerounais contre 128 côté ivoirien. Vraiment sur toute en fait la panoplie en fait des statistiques qui démontrent en fait un changement de momentum. Vraiment, on constate en fait le passage de témoin qui s'est passé en fait entre la première et la deuxième mi-temps. Ça a vraiment été une deuxième mi-temps purement et simplement camerounaise. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que donc encore une fois, j'estime qu'on a abandonné en fait notre technique. Notre tactique. Le seul, déjà, les latéraux ont cessé de venir porter main forte en fait à leur ailier. Par exemple, Conan était beaucoup moins entreprenant en seconde mi-temps, laissant donc Yann Diomandé en fait seul et Guirassy également a moins touché à Diallo. Même si vraiment, notamment Guirassy a fait un très 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 bon match. Honnêtement, il est sur deux très bons matchs de CAN après le Mozambique, encore un autre très bon match donc contre le Cameroun. Et Conan, même s'il a fait un bon match, force est de reconnaître il a été en difficulté face à la vélocité du piston auquel il faisait face, hein, du piston camerounais, dont j'oublie le nom là, je crois que c'était Yongwa. Yongwa non, mais c'est pas Yongwa, c'était plutôt l'autre, c'était Chama 2. Chama 2 qui a vraiment été très, 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 très véloce. Et par exemple, l'une des transversales que je crois, Damaso met sur la barre transversale, là, l'un des tirs qui va sur la barre transversale, bon, bah, c'est un centre de Thiamas 2 qui déborde littéralement Conan, par exemple. Donc, euh, justement, les latéraux ivoiriens, en fait, ont été beaucoup moins entrepreneurs offensivement parce que justement, les deux pistons camerounais, que ce soit Thiamas 2 ou Yongwa, ont vraiment fait deux gros, gros, gros matchs. Deux gros matchs, donc déjà, qui ont obligé en fait les latéraux à être beaucoup plus vigilants
défensivement, donc a beaucoup moins apporté offensivement. Donc déjà, ça contrecarrait en fait notre plan qui consistait à occuper les ailes pour pouvoir contourner le bloc camerounais. Et également, vraiment, il faut reconnaître que l'organisation camerounaise a notamment, après, même dès la première mi-temps, dès la deuxième partie de la première mi-temps, vraiment cadenassé Diomandé. Diomandé a été totalement inexistant pendant les trois quarts du match. On l'a plus revu. Je le dis, au début du match, il a commencé en fait à être entrepreneur. On l'a vu partir balle au pied, etc. Essayer de faire des combinaisons, essayer de contacter notamment Seko, jouer également avec Conan, etc. Et puis ensuite, il a disparu du match parce qu'il a été cadenassé en fait par son vis-à-vis, par le piston camerounais, Longwa. Et de l'autre côté, ça a été moins le cas. Honnêtement, Ahmad a survolé ce match. Il a fait un très, très, très gros match. Vraiment, par exemple, ça a été le joueur qui a créé le plus d'occasions de deux équipes. D'ailleurs, il a été élu homme du match avec une note de 8,2. Donc, c'est sa deuxième, son deuxième match de CAN et c'est le deuxième match où il est élu homme du match. C'est celui qui a créé le plus d'occasions, avec 4 occasions créées dans le match. Et c'est ça, 5 tirs à lui tout seul. Euh, et surtout, par exemple, une qualité de passe absolument dingue, hein. Je pense que c'est celui qui a le meilleur pourcentage en fait de passes réussies. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois qu'il était bah déjà il est au-dessus de 90, ça c'est certain. Hum, Bref, je sais pas si je vais pouvoir retrouver ça. Ouais, c'est ça, 95%. En fait, il a tenté 21 passes. Il a tenté 22 passes, il en a réussi 21. 22 passes, il en a réussi 21. Ça fait 95% donc de passes réussies. C'est absolument dingue. Et c'est de loin le joueur sur le terrain en fait, qui a réussi en fait, le plus de passes sur tout le match. Et donc Ahmad a été clairement moins fermé que Yann Diomandé. Ahmad a continué en fait son activité sur son côté droit, mais ça a été le seul en fait à pouvoir apporter du danger en seconde mi-temps. Donc autrement, donc les ailes ont clairement été fermées par les Camerounais, mais surtout, encore une fois, la Côte d'Ivoire c'était fini et c'est l'erreur tactique que j'estime que Faya a fait. La Côte d'Ivoire en fait s'est acharnée en fait à combattre en fait le Cameroun sur son propre terrain, c'est-à-dire au niveau de l'intensité ou dans l'axe du terrain. Et c'est là que ce genre de match très tactique se joue sur des détails. Et c'est sur ce détail-là en fait que le match en fait a été entre guillemets perdu, même si il s'est soldé par un match nul, hein. Mais l'intensité, elle se mesure au niveau donc notamment des duels remportés. Et quand on prend les trois milieux de terrain ivoiriens, c'est pas compliqué. euh, les trois milieux de terrain ivoiriens n'ont pas réussi le tiers, pardon, n'ont pas réussi les deux tiers des, euh, des duels qu'ils ont joués. Donc un duel, en fait, c'est que lorsque en fait, vous êtes face à votre vis-à-vis et par exemple, à part le drill ou par un combat physique, etc., vous essayez de passer votre vis-à-vis. Et c'est vraiment à ça que c'est vraiment le meilleur indicateur pour évaluer en fait l'intensité d'un match ou l'intensité du jeu d'un joueur. Par exemple, un joueur comme Kessié, qui est emblématique de cela. Kessié a joué 8 duels au total sur le match. Il n'en a gagné que 2. Ça fait à peine 25%. C'est très, très, très faible. C'est très, très, très faible. Euh, Également, donc, au milieu de terrain ivoirien, on a Sangaré qui n'a rapporté que 33% des duels qu'il a joué dans le match. 33%. Donc, il a perdu les deux tiers de ses duels. Et Seko Fofana, qui est le milieu de terrain qui s'en est le mieux sorti. Mais lui également a perdu 50% des duels qu'il a joués. Donc, on a eu donc, et on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre. Notre milieu de terrain ne s'illustre pas par son engagement physique, etc. Bien sûr, il y a un gros abattage. Un joueur comme Seko Fofana, par exemple, un gros abattage euh, en termes de kilomètres parcourus, etc. Pareil pour Kessie, etc. Mais ce sont pas des combattants au niveau athlétique en tant que tel. Des joueurs comme Baleba, etc., sont beaucoup plus physiques. Et déjà, ils sont plus jeunes et ils sont beaucoup plus physiques. Donc, justement, en fait,
encore une fois, je reviens là-dessus. Il fallait opérer comme nous avons fait, par exemple, contre le Mozambique, plutôt que d'affronter le Mozambique de manière, dans le domaine athlétique. On savait bien que ça servait à rien de les affronter de manière athlétique, de s'épuiser en fait dans un combat athlétique. Il suffisait juste en fait de faire comme on l'a fait contre le Mozambique. Alors c'est sûr que le Cameroun a une meilleure qualité que le Mozambique, et encore, c'est même pas certain. Mais il suffisait juste en fait de contenir en fait leur furia, là, leur activité, et encore une fois de contourner en fait le mur. Et en deuxième mi-temps, on a cessé de faire ce qui pourtant avait bien marché en première mi-temps. Et en essayant donc de les affronter au niveau physique, et ben on a juste perdu en fait le combat physique du milieu de terrain. Et on le voit avec les statistiques des duels. On voit que donc les Ivoiriens ont perdu la majorité de leurs duels, pendant que par exemple un joueur comme Baleba, si on regarde sa fiche technique, on s'aperçoit que non seulement il a rayonné au niveau des passes, de la précision de ses passes, il a 88% de précision de passe, mais également en fait au niveau donc des duels remportés, il est à 67% de duels remportés, ce que n'a évidemment réussi aucun Ivoirien. Pareil pour Avom. Avom a tenté, attendez, je vais vous dire combien de duels. Avom a tenté 7 duels, il en a réussi 4. Donc ça fait 57% de duels remportés. Pareil pour Namasso qui lui a fait un très gros match également. Honnêtement, très très gros match. Par exemple, 86% de passes réussies. Il a tenté 14 passes, il en a réussi 12. Et au niveau donc des duels remportés, donc toujours au milieu de terrain, hein, pareil, donc alors lui, c'est énorme, il a joué 9 duels et il en a réussi 6. Ça fait 67% de duels. Encore une fois, ce ne sont pas des statistiques inutiles, au contraire. Elles montrent vraiment de manière, si on zoome en fait dans cette partie du terrain là, c'est-à-dire vraiment l'axe du milieu de terrain, elles montrent en fait ce qui s'est passé au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y a eu un affrontement physique. La Côte d'Ivoire a choisi en deuxième mi-temps d'aller affronter les Camerounais sur leur terrain au niveau physique, et on a perdu à ce niveau-là. On a perdu systématiquement tous les duels, en tout cas la majorité des duels qu'on a menés. Et c'est là qu'on a commencé en fait à reculer. C'est quand vous perdez en fait au niveau physique, bon, vous êtes obligé de reculer. On a reculé et on a été littéralement envahi en fait par l'axe camerounais. C'est la raison pour laquelle Sangara a dû sortir, parce qu'en fait vraiment on prenait l'eau, hein, on commençait à prendre l'eau de toutes parts, et c'est pour ça que fallait faire entrer donc Gbama pour pouvoir colmater ces brèches-là. Alors l'entrée de Gbama, bien sûr que au niveau technique, etc. Clairement, déjà c'est pas un joueur extrêmement fin techniquement, ça on le sait. Le problème également, c'est que Gbama est trimballé de poste en poste. À chaque fois qu'il joue en équipe nationale, très souvent, on le fait jouer en défense. Et là, dans un match aussi difficile, on le parachute au poste de 6. C'est son travail, de toute façon. Il est là pour colmater les brèches, rentrer en cours de match et parer au plus pressé. Et son entrée, c'était précisément pour ça. C'était vraiment parce que notre milieu de terrain s'est épuisé à, euh, à affronter physiquement les Camerounais. Il fallait absolument, en fait, au moment où Bama rentre, en fait, apporter du sang frais, parce que on commençait vraiment à prendre l'eau physiquement. Également, donc, il tente ensuite un coup de poker en faisant rentrer en faisant entrer Inaoulai, parce que Seko vraiment ne pouvait pas tenir. Seko a très très bien joué, mais il y a eu un affrontement physique assez intense, et Seko n'a pas 90 minutes à ce niveau d'intensité-là, il n'a pas cassé 90 minutes dans les jambes, ça c'est clair et net. Donc il devait sortir, et donc il fait rentrer Chris Naoulai pour apporter en fait un peu plus de technique, de technicité, tenir un peu plus le ballon, etc. Honnêtement, c'était très risqué. Et ça, c'est un autre reproche que je ferai à Faye, c'est que euh, balancer comme ça un jeune de 19 ans, qui n'a aucune expérience de l'équipe nationale. Il a joué qu'un match amical contre une équipe du Golfe. Bon, on le parachute comme ça au deuxième match de la CAN à quoi, peut-être 10 minutes de la fin, dans un match aussi intense face au Cameroun. Honnêtement, c'était pas un cadeau à lui faire. Et même s'il a perdu donc ce fameux dernier ballon là, qui aurait pu nous coûter très très cher, honnêtement, j'estime il a quand même tiré son épingle du jeu. En tout cas, il faut absolument évidemment qu'on revoie Christina Oulay, hein. Et moi, j'estime encore une fois que euh, vraiment notre jeu ne doit pas être de nous adapter en fait aux adversaires. Face à une équipe qui va venir mettre de l'intensité au milieu de terrain,
de l'intensité, de l'impact athlétique, etc., on n'est pas obligé répondre, de répondre plutôt à l'impact que met l'adversaire. C'est à la Côte d'Ivoire d'imposer son jeu. Notre jeu, c'est de passer par les ailes, mais ça doit être également de diversifier nos sources de danger avec un joueur au milieu de terrain qui est capable de tenir le ballon. Pour l'instant, dans les choix que Faye a fait, on n'a pas ce joueur. Seko a montré qu'il avait une très bonne qualité de passe, qu'il avait toujours une très bonne qualité de passe, qu'il avait une bonne activité, qu'il était capable de courir, etc. Est-ce que c'est le joueur fin dont nous avons besoin pour pouvoir tenir le ballon? Ça n'a jamais été son jeu réellement. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. On a un Seko. Je comprends que dans des matchs aussi compliqués, ils sont frileux à mettre des joueurs jeunes. Honnêtement, un joueur comme Baleba, par exemple, il est pourtant jeune, hein, mais pourtant, c'est vraiment lui qui porte le Cameroun. C'est possible d'être jeune et d'avoir des responsabilités en équipe nationale. Euh, Vraiment euh, j- que Faye fasse confiance en fait à Inao, que Faye fasse confiance à ses joueurs. Je suis sûr qu'ils sont capables de relever les défis. Mais de toute façon, on a d'autres joueurs, on a Seko, Sangaré fait une bonne CAN, contrairement en fait aux critiques que j'entends. Honnêtement, c'est un joueur qui est en forme et qui a une bonne technique, qui a une bonne vision du jeu. Et donc, il faut continuer évidemment de l'utiliser. Moi, pour moi, c'est un titulaire en puissance. Également, évidemment, donc, Kessié, qui n'a pas fait vraiment, qui n'a pas fait son meilleur match, hein, ça c'est certain. Mais évidemment, c'est notre capitaine et il est très précieux. Bref, donc, honnêtement, on tient là et ça c'est la bonne nouvelle, on tient vraiment dès le deuxième match de la compétition, on tient là notre match référence. Alors le Cameroun, c'est un match référence qui est très positif, hein, parce qu'ils vont vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus. Mais nous également, dans ce match contre le Cameroun, on a vraiment tout eu. On a ce, on a vu ce qu'on était capable de faire face à une grosse adversité. Première mi-temps, franchement, on réussit notre première mi-temps. On réussit à imposer notre jeu et on a vraiment clairement réussi à être très dangereux en passant par les ailes comme c'est notre jeu, hein. Et en deuxième mi-temps, on a vu ce qu'il ne fallait pas faire. Et même, de toute façon, même si là je parle en fait du fait on a perdu des duels, etc., même dans l'affrontement physique, etc., évidemment, on n'a pas été complètement battu non plus. Le, le match se termine par un match nul parce que précisément, en fait, on a fait face et on a été capable de se montrer, on a été capable d'avoir du répondant face à l'une des équipes les plus athlétiques de la compétition. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que l'adversité que nous avons rencontrée contre le Cameroun au niveau athlétique, on ne va pas la rencontrer de sitôt face à une autre équipe du tournoi parce que vraiment le Cameroun est une référence en la matière. Donc, vraiment, on a notre match de référence là. Ça va être, je pense que c'est l'idéal pour pouvoir préparer en fait notre troisième match. Encore une fois, le match nul est un bon résultat. On peut davantage se réjouir du match nul que le Cameroun. Le Cameroun va devoir aller batailler contre le Mozambique, qui est une équipe en forme, qui est en confiance et qui va vraiment tout donner pour pouvoir en fait euh, accéder en fait à la deuxième place du groupe. Tandis que nous, en fait, on va faire face avec le Gabon face à une équipe qui est éliminée du tournoi, qui n'a plus rien à gagner, et qui va vraiment avoir de la peine en fait à se motiver pour pouvoir jouer contre nous. Ils n'ont rien à gagner, c'est très difficile pour un entraîneur de motiver un groupe qui n'a plus rien à gagner, qui a essuyé la déception de la non-qualification à la Coupe du Monde. C'était un Gabon qui s'appuyait sur une magnifique génération qui est aujourd'hui arrivée en bout de course. Une équipe qui est très, 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 très vieillissante, hein. Le match des Manga contre le Mozambique est emblématique de cela. Il a dû sortir à la mi-temps parce il n'avait plus rien dans les jambes. C'est un joueur on peut dire, en fin de carrière aujourd'hui, hein. Pareil pour Aubameyang, pareil pour Banga, etc. C'est des joueurs qui sont en fin de parcours. Et, euh, et je pense que vraiment le match va être plus simple. Notre match va être plus simple contre le Gabon que le Cameroun contre la, le Mozambique. Et donc on va pouvoir utiliser le match en fait donc d'hier, le match contre le Cameroun.
pour pouvoir bien préparer en fait ce match contre le Gabon, il va falloir assurer évidemment la victoire, mais également une victoire où il va falloir marquer plus d'un but pour pouvoir soigner le goal average et sécuriser donc notre place de premier qui va nous garantir donc de pouvoir jouer contre le Burkina Faso. Honnêtement, je préfère jouer contre le Burkina Faso que contre l'Algérie. Quand on joue une compétition comme la CAN, comme la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il faut être stratégique. Clairement, il faut finir premier. On joue contre on joue contre le Burkina qui est à qui est clairement à notre portée, hein. Le Burkina a démontré qu'il était moins fort que l'Algérie. Bon, bah, mieux vaut jouer contre le Burkina en huitième de finale et ensuite donc poursuivre notre petit bonhomme de chemin. Donc, donc c'est un peu tout cela que je voulais aborder. Désolé si ça a été un peu long, mais vraiment, ça a été vraiment un match riche en enseignements. Ça a été, selon moi, et vraiment beaucoup d'observateurs le disent, hein, ça a été le match le plus intéressant de toute la CAN. Parce que vraiment, tactiquement, c'est un match en fait à montrer dans les écoles de football, hein, avec vraiment les différents compartiments en fait qui se sont affrontés, etc. Et tout cela est soutenu aujourd'hui avec des statistiques qui permettent vraiment de zoomer et de faciliter la compréhension des événements. Et ça, c'est vraiment passionnant. Euh, on va revenir ensuite sur d'autres choses qui retiennent l'attention, notamment le fait que vraiment on a un groupe très restreint. Mine de rien, on a Faye a choisi d'avoir un groupe restreint et on en paye un peu les conséquences. Moi, je vois sur ce match-là des joueurs comme Baba Mohamed, Diomandé, un joueur même Mao Dorgelès aurait pu être très 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 utile dans le duel, les duels athlétiques que nous avons vus là. Baba Diomandé les joue tous les jours en fait aux Glasgow Rangers. Il aurait pu être très utile dans un match comme ça. Également, donc, même un joueur comme Parfait Diagon, qui est un réserviste. Alors, on comprend vraiment, même ça, là, il y a une espèce de mystère euh, qui perdure hein, autour de cette histoire de réservistes, etc. Pourquoi est-ce que nous, on a des réservistes pendant que les autres équipes de la CAN n'en ont pas? Enfin bref, un joueur comme Parfait Diagon aurait pu être très utile également, si on l'avait comme option, parce que ça permet justement de brouiller les pistes pour l'adversaire et d'obliger en fait l'adversaire à s'adapter en fait à notre jeu. Quand on a un 10 atypique comme Parfait Gagon, ben, même si on est très content d'avoir Christinao, hein, et il faut vraiment qu'on revoie ce jeune dès le match contre le Gabon. Mais c'est ça, avoir plusieurs options avec des joueurs de profils différents, ben, c'est quand même très utile. Or, quand on choisit d'avoir un groupe restreint, ou quand on choisit de mettre des joueurs qui ne vont jamais jouer, comme un joueur comme Bouli Bouli, évidemment, qui ne jouera jamais, Courtois n'a pas encore joué, Diomandé non plus. Donc je vois pas quand est-ce que Willy Bony va jouer. Ben, ce joueur-là occupe en fait la place d'un autre jeune qui aurait pu apporter en fait une possibilité différente. Et puis je parle même pas des joueurs comme Benny Traoré, etc. également. Mais bon, bref, on va faire avec ce qu'on a. Honnêtement, là, il y a de quoi faire. On a un très bon groupe. Encore une fois, je suis content que ce match référence-là arrive dès le deuxième match parce que ça va vraiment nous permettre de lancer en fait notre compétition. Euh, on renaît contre le Mozambique. Là, on est vraiment rentré dans le dur du sujet et ça, c'est très, très, très intéressant. On en sort avec un résultat tout de même positif. Et donc, c'est la meilleure manière en fait d'avancer. On va on va pouvoir réfléchir également à nos enjeux, que ce soit donc au niveau du 6 toujours, hein, avec savoir si on remet série, si on reste avec Sangaré, pareil pour le 9. On a vu que ça a été compliqué pour Bayo Bakoun, mais honnêtement, il a fait face aussi à une grosse charnière centrale. Mais c'est vrai que peut-être que Bayo Bakoun est meilleur quand il rentre en fait en cours de jeu. Et l'option de Faye d'utiliser Zaha comme faux neuf est peut-être pas, et sans doute pas si mauvaise que ça finalement. Il l'utilise comme faux neuf, donc ça permet en fait ça permet à Zaha de jouer un peu en retrait et d'obliger les défenseurs centraux à sortir sur lui. Et donc ça laisse des espaces. Ça aurait pu, par exemple, laisser davantage d'espace justement à Yann Diomandé qui lui était complètement enfermé avec un piston qui a fait un très gros match et une défense centrale qui le surveillait de près. Et c'est un peu tout ça qui a été compliqué pour lui. Il y a eu des prises à deux systématiques, etc. Alors qu'avec Zaha, ben, le fait que les défenseurs centraux sont obligés de sortir sur Zaha, ça laisse donc des espaces, notamment à Yann Diomandé. Et ensuite, une fois que les défenseurs sont bien fatigués, là, à ce moment-là, Bayo Bakoun peut rentrer et profiter des espaces laissés, etc. Bref, tout ça, ça va participer justement à la réflexion de Faye.
pour préparer ce match déjà contre le Gabon, qui interviendra donc mercredi. On a hâte donc d'y être, mais honnêtement, c'est une très belle CAN et pour la Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, donc on dit donc toujours allez les éléphants, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.